Donc, autour de la table, Juliette Daboville. Salut Juliette, fondatrice LED Conseil. Et donc, avec Juliette, on parle de questions de gouvernance. C'est assez rare. Et donc là, il y en a un certain nombre, donc ça tombe très très bien. Jean-Charles Simon a baigné dans la gouvernance pendant de très nombreuses années de sa vie. Peut-être même encore aujourd'hui. Non, maintenant, entrepreneur indépendant, on a moins ces soucis de gouvernance. Exactement. Ouais. En revanche, ton ancien patron chez Score, lui, pour le coup, a des vrais sujets, de gouvernance. Et puis, Aymeric Préaubert. Salut, Aymeric. Associé, fondateur Sycomore Asset Management. Et toi aussi, évidemment. Les questions de gouvernance, quand on est investisseur, elles sont fondamentales. Et surtout que, on l'a beaucoup dit, Sycomore, le G de gouvernance dans le ESG a toujours été très important pour vous. Alors, Aymeric, ça me surprend, mais tu veux parler du package de Tavares et du salaire de Tavares. Donc, juste les dernières infos, tout le monde est au courant des 13 millions, 66 millions, allez, mettons le chiffre à 66 millions si tu veux. Moi, je veux juste redonner le bénéfice quand même de Stellantis à la fin de cette année 2021. 13 milliards d'euros sur 152 milliards de chiffre d'affaires. Et puis donc les dernières déclarations, c'est Emmanuel Macron lui-même qui juge choquant et excessif la rémunération de Tavares, donc rejetée par les actionnaires en Assemblée Générale, et qui demande un plafond européen. Sinon, dit-il, la société, à un moment, elle risque d'exploser. Voilà. Ta position, mon cher Aymeric. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Allons-y tranquillement. Premier élément, d'où ça vient ce package ? Il s'agit de Carlos Tavares, et je vais tout de suite dire que, évidemment, son travail n'est pas à mettre en cause. Il a fait un travail absolument incroyable chez Peugeot. Ensuite, on l'a peut-être oublié, il y a eu la fusion avec Opel, qui s'est faite dans des conditions extraordinaires. Oui, extraordinaire. Opel était moribond. Moribond depuis des décennies. Et en moins de 2 ans, le redressement s'est opéré. Désormais, Stellantis réalise des résultats, là aussi, incroyables, étant donné que ce n'est pas, à part quelques marques, un constructeur premium. Et donc le travail n'est pas à mettre en cause, évidemment. Et on est, disons-le d'un mot, parce que tu es expert de ces questions, on est aujourd'hui sur des marges opérationnelles, sur un constructeur généraliste comme Stellantis, qui étaient les marges opérationnelles du luxe, qui étaient les marges opérationnelles de l'Allemagne. C'est ça. Plutôt le haut de fourchette. Et même plutôt le haut de fourchette. Voilà. Comme Mercedes, Audi, etc. Et donc là, c'est pas l'exécution de la fusion qui est en cause, mais pourquoi il y a eu ce package ? L'idée est de s'aligner sur les rémunérations des patrons des sociétés américaines, de GM et de Ford. Or, on sait tous qu'il y a des excès, et depuis des années, absolument injustifiables sur la rémunération des patrons américains, qui sont stratosphériques, déconnectés de la réalité, qui créent à long terme des tensions, et vont créer des tensions avec... et là, je m'entends parler, j'ai l'impression que je fais partie de la France insoumise. Pas du tout. Je dis qu'il faut raison garder, et importer en Europe les mauvaises pratiques des États-Unis, c'est franchement pas une bonne idée. Ensuite, tu as rappelé les montants, 50, 60, 65 millions, ça dépend de plein de choses. Deuxième point qui, moi, me choque, c'est que cette consultation, ça a été rejeté par les actionnaires. Absolument. Pour moi, une très faible majorité, parce que c'était 52 qui ont rejeté contre 48. Mais pour ce type de résolution, c'est assez exceptionnel. En général, elles sont toujours acceptées, ce qui n'est pas normal. D'ailleurs, tu vois la tête de John Elkann, il est surpris et il marque le coup quand il voit le chiffre. Lettre à la poste, et là, ça a été... Mais c'est uniquement consultatif. Franchement, je trouve que c'est pas sérieux. C'est consultatif aux Pays-Bas, quoi. Là où est immatriculé. Et donc la rémunération va être mise en place. Ensuite, est-ce qu'il faut plafonner ? Je pense qu'on est dans un monde compétitif, il ne faut pas être étatiste, il faut pas... Mais il y a, je pense, des règles, des bonnes pratiques. Et par exemple, ce que l'on défend, et on est loin d'être les seuls, c'est de limiter les rémunérations à 240 années de SMIC. Ça fait quand même des montants qui sont... T'as fait le calcul ? Oui, ça fait à peu près 5 millions d'euros. Je parle de rémunération. Bon. Alors après, ça donne... 5 millions d'euros, basta ? Mais 5 millions d'euros, mais t'attires personne pour fusionner... On parle ici de rémunération. Mais le salaire de Ghosn, c'est 2 millions. Le salaire de Ghosn. Oui. Le salaire de Tavares, c'est 2 millions. Mais tout le reste, c'est des primes parce que justement, la fusion a été excellemment c'est des primes, exercée. Pour moi, la différence est à situer entre la rémunération ou les primes, on peut l'appeler comme on veut, et l'actionnariat.
L'actionnariat, il n'y a pas de limite. L'actionnariat, quand on est entrepreneur, on crée son entreprise. Là où je serais contre, c'est donner des actions gratuites. Ça, c'est du salaire déguisé. Mais je pense qu'il faut aligner les intérêts des actionnaires, des salariés, de toutes les parties prenantes, et que ce type de rémunération, enfin, en tout cas, c'est la position qu'on défend chez Sycomore depuis des années. Redonne-moi combien de SMIC, tu dis ? C'est un seuil qui est donné et que je trouve assez intéressant, qui est 240 années de SMIC. Donc le SMIC annuel. Et tu sais pourquoi 240, pourquoi pas 300, pourquoi pas 250, pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi ça a été décidé, mais bon, proposé. 240. Voilà. Et ça ferait 5 millions d'euros et pas 60. Juliette, parce que après je sais déjà que Jean-Charles. Donc Juliette, tu es d'accord toi aussi avec Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et je vais rajouter 2 points. Un, le contexte dans lequel cette rémunération est sortie. Tu es sur une société qui a eu recours au chômage partiel, qui a eu des aides de l'État, qui verse des dividendes quand même. Non, ce n'est pas des aides de l'État, c'est l'État qui ferme l'entreprise. C'est normal qu'il paye. Tu as une négociation salariale, c'est sorti dans la presse, où le DRH avait demandé aux salariés, il faut faire preuve de modération. Quand tu es numéro 1, premier responsable, c'est difficile de demander aux autres de faire preuve de modération et de porter un certain nombre de valeurs. Et c'est tout le sens justement de l'ESG, avec ce genre de choses qui sortent. Donc ça ne me choque absolument pas. Plafonnement de la rémunération des dirigeants, il faut regarder un petit peu. La position qui est de dire qu'il faut regarder au niveau européen, c'est plutôt logique en effet de dire ça, parce que le monde ne s'arrête pas aux frontières et les dirigeants non plus. Donc il y a une logique. Plafonnement de la rémunération des dirigeants, est-ce que vraiment on n'attire personne ? On a eu le plafonnement dans les entreprises publiques. Est-ce qu'on n'a aucun dirigeant qui veut devenir dirigeant d'EDF aujourd'hui ? Il n'y a pas qu'une question de rémunération, il y a un ensemble. Tu es dans un contexte... Regarde Orange. Attends, mais ça m'intéresse, Juliette. Regarde Orange. Dans quelle situation ils sont, là ? C'est-à-dire, là, ils sont obligés d'aller chercher un gars. J'adore Jacques Aschenbroich, mais donc ils vont devoir faire passer en Assemblée Générale une résolution pour être sûr que... parce que sinon, il va dépasser l'âge limite dans le courant de son mandat. On ne peut pas aller trouver un président d'Orange qui soit dans les âges nécessaires à se passer d'une résolution. Enfin, tu vois ? Si, je pense qu'on peut trouver un président d'Orange où tu n'aurais pas de sujet sur les résolutions et sur les âges. Et puis, très honnêtement, on avait parlé de diversité la dernière fois qu'on s'est vu. Non, mais c'est un peu dommage parce que t'as peut-être un sujet de salaire en face. T'as peut-être un sujet de salaire en face. J'en sais rien, mais en tout cas, lui fait partie. T'as pas que des questions de salaire. Orange fait partie des groupes où les rémunérations sont sous surveillance parce que l'État est un actionnaire important. Oui, mais des candidats pour devenir président du conseil d'administration d'Orange, je suis sûr qu'il y en avait un certain nombre. Et je suis sûr que tu aurais pu trouver. La question n'est pas là. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en tant que dirigeant, en plus, on parle accessoirement quand même, on parle de dirigeants salariés. Autour de la table, tu as aussi des gens qui ont monté leur boîte, qui ont pris des risques un peu différemment. Donc, quand on parle de dirigeants salariés, qui plus est, je pense quand même qu'il va falloir revoir Jean-Charles, ensemble. Moi, je rajouterais alors, il l'a dit un peu, Émeric, la common decency, tu sais, des anglo-saxons. À un moment, quelque chose, Rousseau aurait parlé de sens moral inné, fait dire, là, franchement, il déconne. Aussi simple que ça, tu vois, sans tomber dans 240, SMIC, etc. Les anglo-saxons sont ceux qui l'appliquent. Oui, mais c'est le concept. On parlait effectivement d'une rémunération bien plus élevée encore, évoquée ces derniers jours, celle chez Universal. Ah oui, Universal Music, donc je ne l'ai pas dit, le patron, c'est 274 millions d'euros. En même temps, il y a eu une introduction en bourse, donc, ce qui explique aussi et la création de valeur quand même. Quand il a pris Universal, ça valait 6 milliards. Et maintenant, ça vaut 55 milliards. Ouais. Moi, ma conviction sur ces sujets-là, c'est qu'on fait toujours fausse route quand on veut avoir des approches normatives. On va fixer des règles, des bornes, des choses comme ça. On se trompe, à mon avis, complètement de sujet. Ou quand on fait appel à l'éthique et la morale. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est un sujet de marché. En fait, toutes ces questions de salaire sont des sujets de marché. Ce qui est assez intéressant dans le salaire des dirigeants salariés de grands groupes, c'est que ce sont les seuls qui sont dans une position où ils extorquent, en fait, quelque part, aux actionnaires de l'argent. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Si Carlos Tavares n'a pas 19 millions
parce que c'est 19 millions cash based et le reste, c'est de l'action. Et s'il n'a pas 19 millions, s'il n'a que 4, les 15, ils vont aller en dividende. Ils vont aller à la richesse dans l'entreprise, qu'elle soit distribuée sous forme de dividende ou qu'elle soit maintenue dans l'entreprise. Donc en fait, c'est une bagarre entre deux intérêts qui ne sont pas du tout les salariés et le reste des salariés. Les salariés, ils ne vont pas récupérer les 15 millions d'euros si, dans l'exemple que je donnais, si tu restes avec 4 au lieu de 19. Donc en fait, c'est une bagarre entre actionnaires et salariés. Donc pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de voir est-ce que c'est un marché qui se passe, qui s'établit, qui se forme de manière à peu près normale ou pas. Et ça, je trouve un des meilleurs exemples pour moi, c'est les entreprises qui sont en fait la propriété d'actionnaires, c'est-à-dire qui sont contrôlés. Je prends un exemple qui est très connu, parce que c'était souvent le dirigeant le mieux payé en France, Dassault, le groupe Dassault Systèmes et Dassault Aviation. On ne peut pas dire que l'actionnaire a envie de faire un cadeau, enfin, il n'est pas irrationnel, il n'a pas envie de payer Bernard Charlès, par exemple, un salaire extraordinaire. C'est tous les ans le PDG français le mieux payé. Il est très bien payé, donc après, sauf à penser que Dassault veut l'entretenir ou veut lui faire une fortune, c'est qu'il considère que c'est ce qu'il faut pour le garder et le motiver. Et donc pour moi, c'est comme ça que ça s'établit. C'est vraiment ce rapport de force d'un marché. Comme il y a d'autres marchés, malheureusement, il y a des marchés de salariés qui sont très déséquilibrés, où il y a beaucoup plus de gens qui veulent travailler dans ce métier-là que de gens qui veulent les payer, donc ils sont mal payés. Et puis il y a des métiers, d'ailleurs il y a aussi les métiers de banque d'affaires, de banque de marché, où les salariés ont un rapport de force également et négocient des salaires très élevés par rapport aux Il y a ce qu'on appelle en économie... Attends, parce que je comprends, mais il y a ce qu'on appelle en économie l'échelle de Perroquet. C'est-à-dire, quand tu plonges au cœur de l'affaire Ghosn, c'est tout ça, en fait, qui fait exploser l'alliance. L'échelle de Perroquet, attends, je l'explique juste d'un mot, c'est qu'en fait, la seule référence de l'échelle, c'est le niveau au-dessus ou le niveau en dessous. Absolument pas la valeur dégagée, finalement, par... C'est une question de valeur, encore une fois, c'est une question de marché. C'est-à-dire que tu peux être... c'est une question de... Mais oui, mais ça devient irrationnel à un moment. Les échelles de Perroquet deviennent irrationnelles. Non, pas forcément, parce que qui empêche une boîte, je reprends mon exemple de Dassault, qui empêche Dassault d'aller recruter un gars qui est un super bon ingénieur, qui va faire le job, à 500 000 euros. Le fait est que ça ne va pas le faire, parce qu'il n'y aura pas dans le CV, dans la chose, l'envie d'y aller. Et puis il y a des problèmes d'attractivité et d'autres métiers. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que patron d'un groupe coté comme métier pour ces gens-là. Être dans une banque d'affaires aujourd'hui, non cotée, qui fait des fusions-acquisitions, être avocat conseil dans des plus gros cabinets d'affaires, c'est des métiers qui parfois vont rapporter plus que PDG d'une boîte cotée. C'est des métiers qui sont aussi en concurrence avec ces métiers-là et ces fonctions-là. Okay. Et donc, il y a une attraction et une possibilité de dévier vers d'autres métiers les gens que tu voudrais avoir. Et il y a aussi cette idée d'aligner des intérêts. À un moment... Attends, je voudrais qu'Aymeric réponde. Des rémunérations qui sont données, ça a été évoqué. Le salaire de base en lui-même, il est relativement faible par rapport à l'ensemble du package. Et l'ensemble du package, c'est des choses qui sont liées à des objectifs et des résultats. C'est le cas. En fait. Et donc, on a quelque chose qui me semble plutôt vertueux. Mais non, Jean-Charles, pas quand les objectifs, par exemple, tu tombes le Covid... Et tous les objectifs sont revus de fond en comble. C'est-à-dire que tu trouves toujours des critères. Moi, je suis, et là, je pense que Aymeric sera d'accord avec moi, je suis pour que les actionnaires aient au maximum et au mieux la parole. Encore une fois, ça ne voudra pas dire que ça change les valeurs. Donc, un say on pay qui soit... La preuve, mon cas Dassault, ça ne voudra pas dire que ça changera les sujets. Ou LVMH, je peux prendre d'autres exemples où les dirigeants salariés sont très bien payés. Mais donc, un say on pay qui soit contraignant. Mais un CNP qui soit contraignant, et surtout, en fait, tout le problème pour moi, il est en amont de ça. Il est sur le fait que les conseils d'administration sont mal composés. En fait... Oui, mais Jean-Charles, attends, repartons pas dans un... C'est au cœur du sujet, parce que sinon... on ne discute pas, là. Oui, mais si, parce que c'est au cœur de ton problème d'échelle de Perroquet. S'il y a de l'échelle de Perroquet et de la copie conforme, c'est parce que comment on va faire un comité de rémunération? Il va demander à un cabinet de dire, monsieur machin, par rapport à ses pairs, combien il est payé, combien il pourrait être payé. Et voilà comment on arrive à ces sujets-là. Si tu avais des gens qui aient une autre approche, et qui soient les représentants directs des actionnaires, avec ce qui pour moi est le vrai problème, le fait aujourd'hui que quand tu proposes un administrateur dans un groupe coté, encore une fois, ce dont on parle ne concerne que les groupes cotés, non contrôlés, donc où l'actionnaire est dilué. En fait, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le DG qui, d'une certaine façon, va avoir un pouvoir considérable, direct ou indirect, pour la sélection des administrateurs qui vont être ceux qui vont être ensuite en charge de le DG et le Jean-Charles, faut s'arrêter. C'est là où est le problème. Faut s'arrêter. Vas-y, Aymeric. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Vas-y, raconte, c'est intéressant. Pour le marché, pour attirer, il faut payer 20 millions parce que le voisin elle gagne 22 millions, puis après c'est 30, puis 50. Échelle de Perroquet. Ça n'a, pour moi, aucune justification. Et je pense qu'il faut aller plus largement que cet épisode sur Tavares. Je pense qu'il faut penser de manière beaucoup plus
globale de la rémunération et pas seulement des patrons. Et là, je parle de quelque chose que l'on a appliqué à notre petit niveau dans notre entreprise Sycomore. Moi, je pense que il ne s'agit pas de dire qu'il faut le payer 1 million, 2 millions, 500 000, 25 millions. Il faut que la valeur soit répartie de manière déjà transparente. Et petit aparté, je vais revenir à ça. Sur cette affaire, on parle de Tavares, mais on ne parle pas de Mike Manley qui a eu un package de départ dont on patron de Jeep. L'ancien patron, exactement, de Jeep, qui a eu un package de départ dont on ne connaît pas le montant, parce qu'ils ne sont pas bien à l'aise avec tout ça. Donc, déjà, transparence. Deuxièmement, moi, ce que je trouverais normal, c'est qu'effectivement, un patron qui réussit de manière extraordinaire, et c'est le cas de Tavares, qu'il ait une rémunération extraordinaire, fondée sur des objectifs clairs, mais dès le départ, pas au bout d'un jour. Mais c'est le cas, en l'occurrence, Émeric. Mais c'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est le cas. Il a 60 millions, mais par contre, modération salariale pour les autres. Pour les pas sérieux. autres. Donc moi, ce que je propose, c'est quelque chose de très simple. C'est de fixer une règle. Et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est pas les mêmes marchés. C'est d'expliquer que la valeur créée, elle doit être répartie. On peut mettre le curseur où on veut. Nous, on l'a mis 50-50 entre les salariés et les actionnaires. On a décidé ça chez nous, en se disant, pourquoi mettre un groupe devant le... Non. Mais vous êtes aussi actionnaire. Bien sûr. Donc vous êtes des deux côtés, de toute façon. Je suis actionnaire comme 95% des salariés. Ça, c'est l'autre point. Donc je pense que sur la partie rémunération, il serait utile, et dans toutes les entreprises, de mettre en place un schéma très clair de répartition de la valeur entre actionnaires et salariés. Nous, on a décidé de faire 50-50. Je ne dis pas que c'est la seule manière de procéder. On peut décider de faire différemment dans certains cas. Mais que ce soit clair. Et deuxièmement... De toute la valeur ? Concernant de toute la valeur. Alors, pour entrer dans le détail, la valeur, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ouais. C'est-à-dire... c'est moins que l'économie française. Donc, c'est pas très bon pour vos salariés. Parce que dans la société française, c'est 65% à peu près la valeur. La valeur qui revient aux salariés. Ce qui se passe... Grand groupe compris. Alors, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi la marge moyenne de l'économie française et c'est quoi la marge moyenne dans le métier d'asset management ? En l'occurrence, ça veut dire que les salariés les actionnaires sont mieux traités qu'en moyenne. C'est de dire qu'on traite de la même manière. Toi qui es en faveur du marché, personne n'est obligé d'aller travailler dans un secteur qui ne paye pas beaucoup s'il aime l'argent. Mais encore une fois, personne n'est obligé d'embaucher Carlos Tavares à ce prix-là. Non, mais c'est pas forcément. Fixons des règles. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait partager la valeur de manière équitable. Et deuxièmement, associer beaucoup plus, et c'est pas une nouvelle idée, ça fait 50 ans, les salariés à l'actionnariat. Moi, je ne connais pas d'actionnaires professionnels qui seraient contre ça, mais pas par des cadeaux, c'est-à-dire pas par des actions gratuites. Dire le gars qui arrive un jour, à un moment, eh bien, c'est à partir de là que ça compte. Alors après, on peut regarder le secteur, on peut créer des mesures correctrices, mais il faut qu'il y ait quelque chose de clair, qui soit aligné pour tout le monde. Et je pense que ce serait beaucoup plus fair pour tout le monde, et surtout, ça enlèverait les tensions, parce que les gens savent pourquoi M. Tavares. Et peut-être qu'avec un schéma comme ça, ce ne serait pas 60 millions, mais 1 milliard qu'il aurait gagné. Juliette. Peut-être. Je pense que chaque entreprise doit s'interroger sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Et je pense qu'effectivement, ça c'est un sujet, parce que tu citais tout à l'heure actionnaires et dirigeants. Il ne faut pas oublier, il y a quand même les salariés. Et somme toute, la réussite de Stellantis, c'est aussi salariés. ces salariés. Je parlais actionnaires et salariés. Oui, mais quand tu as une sortie des salariés... J'ai pas en tête le nombre de salariés de Stellantis, allez, on va dire 100 000. Donc, t'enlèves les 60 millions d'euros à Tavares, tu les donnes aux 100 000 salariés, ils vont avoir 10 balles, quoi, les gars. La question, c'est l'image qui a été projetée et vécue par ces parties constituantes de l'entreprise qui sont les salariés. Oui, mais comment ça a été vécu par eux ? Je veux dire, c'est ça quand même le cœur du sujet. Et si ce sujet-là n'est pas traité, ça ne va pas. Le code Middle Next a été modifié il y a quelques semaines en disant justement toutes les entreprises devraient s'interroger sur le partage de la valeur au sein de l'entité. Moi, je ne dis pas qu'il faut des règles identiques pour tout le monde. Bien sûr que non. Ça n'a jamais marché. Chaque entreprise est différente. En revanche, qu'il y ait cette question-là qui soit vraiment posée par le conseil d'administration, qui soit sur la table, qui est d'interroger le partage de la valeur dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. L'autre point sur Stellantis, là où je reviens quand même un petit peu en arrière, c'est qu'il y avait une AG avant celle-là qui avait donné les orientations, justement, des rémunérations des dirigeants. Et cette AG-là, pour le coup, il y avait eu un vote en faveur, je crois, à hauteur de 86% du plan tel qu'il a été désigné. Si ma mémoire est bonne, dans ce qui avait été présenté, il y avait quand même des pourcentages. Donc ça veut dire que les gars n'avaient pas lu les documents, quoi. Voilà. Et moi, ça, c'est un autre sujet. Voilà, mais ça, c'est la démocratie actionnariale. C'est la démocratie actionnariale. Tu dois avoir un vrai échange là-dessus. Et il faut une cohérence de vote au niveau des actionnaires. Parce qu'il faut effectivement qu'ils interrogent en profondeur. C'est comme les CN, etc. C'est très bien. Mais en revanche, quand on a un droit en tant qu'actionnaire sur le CN, on fait son boulot en profondeur. Et donc, tu ne peux pas avoir une politique de rémunération qui est approuvée à plus de 86%, et après,
quand tu as le chiffre qui sort, ça change. Ouais. Ça me pose un problème, ça. Jean-Charles, mais pas trop long, pas Très trop long. rapide. On ne peut pas parler de moral. Sinon, pourquoi Neymar gagne 4 millions d'euros par mois? Je suis tout à fait Pourquoi d'accord des avec ça. traders vont gagner, et comment ça va être accepté dans la société, personne n'en parle. Pourquoi des traders vont gagner 10 fois plus que le salarié qui est à côté d'eux dans le même job qui fait le middle office? C'est des sujets qui sont des sujets, ça montre bien qu'en fait, il y a des compétitions de marché. Encore une fois, pourquoi les grandes banques donnent des sommes énormes aux traders? Pourquoi elles donnent des sommes énormes aux traders? Parce qu'il y a une compétition sur ce marché qui fait qu'on va mettre le package à ce niveau-là. Attends, laisse-moi te dire un truc. C'est pas de la morale. Neymar, tu sais combien de buts il marque? Le trader, tu sais exactement quel résultat il fait. Là, tu as des objectifs hyper précis. Oui, t'as mais des objectifs qui hyper sont le précis. fruit du travail du corps social de Je voudrais quand même dire un l'entreprise, truc. Jean-Charles. T'as un Qui problème sont de le fruit cohésion du de travail du l'entreprise. corps social C'est de pas de la l'entreprise. morale, c'est de la Mais cohésion c'est- de l'entreprise. Et alors au PSG, le mec qui ramasse des ballons, qu'est-ce qu'il fait Oui, mais c'est Dans- pas lui qui C'est fait la que cohésion Mbappé court plus vite. d'entreprise qui est remise Et en mon cause, exemple là. de la salle de marché, qu'est-ce qui Si fait les que le salariés gars... ne sont pas le- heureux, t'as un problème. Mais si le salarié... Mais qui dit qu'ils sont pas heureux? Ils l'ont contesté. Ils ont Ah bon tous contesté Bah, la les rémunération syndicats, des les salariés. syndicats. Les syndicats, il y a eu quoi? Il y a eu une grève? Il y a eu une Faut pas grève mélanger pour ça? des Je crois pas. professions artistiques, Ouais, non. des divertissements Mais- qui font rêver les gens, c'est Mais comme c'est ça. pas- mais non, Et si- Bon, attends, allez. Quand Ça veut dire Neymar qu'il y a gagne pas 4 de- millions, qu'est-ce que tu voulais dire? quotidien. Jean-Charles, Et la C'est pas cohésion énorme. Je sociale, reviens c'est deux choses différentes. mais non, ça c'est vraiment le discours justement de la contestation du capitalisme. Alors, j'accepte pas Ah non. Alors là- qu'un prix fixé librement, j'accepte pas qu'un prix fixé librement par des acteurs libres soit toléré. Bah, pourtant, il est le cas. Encore une fois, je reviens à mon trader qui a 10 millions par an. Il a gagné 10 millions d'euros par an, alors que le gars du middle office s'est payé 60 000 euros. Bah voilà, c'est comme ça. Et pourtant, il travaille à 20 mètres d'écart. Et on peut dire que si on tient le discours, le gars du middle office, il contribue d'une certaine façon à ce que la banque, elle existe, etc. Bon, et ben c'est comme ça. Il y a eu des marchés différents qui vont fixer des prix différents. Si on n'est pas content, on peut très bien aller voir ailleurs ou faire autre chose. Va au fait, Jean-Charles. Deuxième chose, l'univers dont on parle, à chaque fois qu'on parle de cet univers-là, les entreprises cotées, c'est l'univers le plus transparent, celui qui donne Ça, c'est le vrai. plus de détails de tous les univers. Encore une fois, je reviens sur mon exemple, les banques d'affaires, les cabinets d'avocats d'affaires, vous savez absolument pas ce qui se passe et les gens gagnent plus que dans ces fonctions de dirigeants salariés. C'est le cas. Hedge fund, c'est le cas. Les plus grosses rémunérations aux États-Unis chaque année, c'est des dirigeants de hedge fund. Celui qui a la plus grosse part de revenus de l'activité. Et donc, Jean-Charles, Et donc, ça veut dire que cet univers-là, il est déjà super transparent, il est déjà super codé. On connaît tout de la valeur. La FEP sort chaque année une étude sur ses membres pour dire combien elle fait, quelle part revient aux salariés, quelle part revient aux actionnaires. D'ailleurs, on se rend compte que c'est quasiment comme l'économie française, c'est-à-dire que très peu revient aux actionnaires, contrairement à ce que les gens pensent. Et donc, on a quelque chose qui est plus transparent que nulle part ailleurs. Donc le reste, pour moi, ce sont des discours de vertu qui forcément varieront de chaque personne à chaque autre et donc seront totalement subjectifs, comme la règle des 240 ans. Pourquoi pas 500, pourquoi pas 100? Tout ça n'a pas de sens. Juliette, allez, fondé le mot sur la de morale. Le mot de la on conclusion. va aller sur Twitter dans ce cas-là. Parce que, effectivement, ce que tu cites au niveau de la FEP, qui est cette étude qui permet de montrer la répartition de la valeur entre les salariés, les actionnaires, le poids fiscal aussi, effectivement, ça ne change pas d'une année sur l'autre. On a toujours à peu près les mêmes répartitions. Patrick Pouyanné était sorti quand il y a eu les petits sujets, justement, sur Tweet, en rappelant cette répartition de la valeur au sein du groupe Total. La question, je crois, c'est pas... Il y a plusieurs sujets. Il y a la question de la transparence. La question de la transparence, effectivement, il faut faire attention parce que la transparence, elle est venue en 2001 avec la loi NRE et on se rend compte qu'il y a quand même eu un certain nombre de salaires qui, à partir du moment où c'était transparent, on était capable de se comparer. Et donc, il y a eu des évolutions un petit peu vers le haut en titre de benchmark. Échelle de perroquet. Échelle de perroquet. Donc, la transparence, c'est bien, mais la transparence, il y a aussi la question de la responsabilité des dirigeants par rapport à ce système de l'entreprise. Et on rentre dans un monde, on vient d'avoir le Covid, c'était compliqué. On rentre dans un monde qui est encore plus compliqué au niveau des entreprises à l'export. Ce n'est pas un sujet Tu es moral. forcé de regarder les attentes des gens. Bon. Tu leur parles pouvoir Il n'y a d'achat. que les Juliette, actionnaires, on a tout dit. Il y a que les Je crois qu'on a actionnaires tout dit. Il n'y a que les actionnaires qui ont le droit Allez. de décider. Et s'ils ne sont pas contents, Les gars. ils aient le pouvoir de le faire. Les amis, je crois qu'on a tout dit sur le sujet. Moi, ce qui me passionne à chaque fois, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des sujets où, on va dire, dans notre sphère d'économie de marché, justement, quand tu dis à Emery qui conteste le capitalisme, mais ouais, mais puis quoi encore? Et il n'y en a pas beaucoup des sujets. Et là, on est vraiment sur un terrain d'affrontement profond. Ouais. C'est super intéressant. Juste, Juliette, tu l'as dit d'un mot, mais donc il y a la saison des assemblées générales qui bat son plein, comme on dit. Multiplication des Seon, effectivement. Moi, j'ai discuté avec des secrétaires généraux de grandes boîtes, là.
quand même, ça commence à... Pardon, je vais employer un terme, parce que j'allais dire ça les inquiète, mais non, c'est pas que ça les inquiète. Ils commencent à en avoir par-dessus la tête, quoi, de l'ensemble de ces Seion. C'est-à-dire maintenant, c'est des Seion sur tout et n'importe quoi. On va avoir le Seion biodiversité, le Seion, Seion climat, le Seion gender equality, le Seion, etc. Raison d'être, etc. Tu les auras tous. Le problème du Seion, c'est quoi? C'est du temps à organiser, quoi. Enfin, tu le sais, tu vois. C'est des cabinets de conseil qui vont coûter une fortune aux entreprises, ça encore. C'est du temps à organiser. Je pense qu'il y a plusieurs sujets derrière. La question primordiale sur le Seion, c'est tu vas quand même revoir l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise, parce qu'un pouvoir qui normalement appartient au conseil d'administration, là tu vas le délocaliser sur la scène de l'Assemblée générale. Tu transfères la responsabilité à l'actionnaire, ça c'est vrai. Donc ça, c'est un premier sujet. Le second sujet, c'est qu'à force de multiplier les Seion, on oublie qu'il y a des trucs qui sont vachement bien, des super outils, par exemple poser des questions écrites et avoir des réponses, et faire son job d'actionnaire et interroger tout ce qu'il y a dans le contenu de l'entreprise. Et le fait de faire un focus comme ça, effectivement, un jour, tu auras le Seion raison d'être suite à Orpea, c'est ridicule, c'est pas sain. Moi, je préfère un Seion qui a un vote consultatif, qui intervient sur un sujet, une année donnée, qui fait sens. Et par exemple, Orpea. Tu aurais un Seion governance cette année, en disant... On a eu la crise de gouvernance. Comment est-ce qu'on l'a traité ? On s'est remis d'équerre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord, vous autres actionnaires, sur ce sujet majeur qui nous a traversé cette année ? Je trouve ça très sain. Avoir des Seion sur toutes les thématiques, tu vas en avoir 15. Et si c'est récurrent chaque année, effectivement, on va perdre de ça. Alors, il y a un avantage au Seion derrière, c'est de montrer qu'il y a des actionnaires qui, effectivement, se saisissent d'enjeux primordiaux de l'ESG. Et donc, ça, c'est très bien qu'ils fassent leur job, mais il faut peut-être repenser les outils pour ne pas transformer l'Assemblée générale en un vote approbatif de Seion. Alors que tout ça, c'est quoi ? C'est quelle stratégie ? Mais bien sûr, ça relève du conseil d'administration à un moment. Tout à fait. Et donc ça, je trouve. Mais tu sais, dans son rapport commandé par Bruno Le Maire pour Paris Europlace, Yves Perrier, donc le patron d'Amundi, veut un Seion Climate généralisé. Toutes les assemblées générales se prononcent sur le... On en revient au sujet de la problématique AG-Conseil. Le vrai sujet, c'est qu'on ne peut pas faire tout en AG. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que beaucoup de pays ont choisi des votes consultatifs, parce qu'en fait, juridiquement, c'est très compliqué de revenir en arrière et d'être cohérent dans le temps en plus, parce que l'AG, elle peut voter une année blanc, une année noire, et donc c'est pas cohérent. Donc c'est très compliqué à gérer, et elle n'est pas au quotidien. Et donc, pour moi, le grand sujet de gouvernance, s'il y en a un, et j'en concède pas beaucoup, mais s'il y en a qu'un qui est vraiment central, c'est comment les actionnaires ont plus de poids pour la composition du conseil d'administration. C'est ça qui est central au quotidien. Aymeric, un mot là-dessus ? Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Bravo. Et effectivement, dire que ça coûte cher, que c'est du travail, faut arrêter, parce que dans les grands groupes, il y a du monde et on n'est pas obligé de faire appel à un cabinet de conseil à tort et à travers. Ça, c'est quelque chose, franchement... Alors, est-ce que ça prend du temps ? Oui. Mais la direction que l'on prend, et là, je pense qu'il y a deux éléments, enfin, ça a été déjà cité. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut que le conseil d'administration soit plus indépendant du management, parce qu'en pratique, le management, c'est normal qu'il dirige la boîte au quotidien, mais c'est pas normal qu'il ait tous les pouvoirs. Ah non. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut, j'aime pas dire il faut que, c'est un peu facile, mais ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est plus indépendant, et ensuite des actionnaires qui décident vraiment. Alors aujourd'hui, on met sur le devant de la scène les Seion, mais la biodiversité, c'est important, le gender equality, c'est important, le climat, c'est important, la gouvernance, c'est important. Il y a 20 ans, on est suffisamment âgé pour faire ce métier depuis quelques années, on parlait pas de tout ça. Et c'est pas des vœux pieux que de dire que ce sont des sujets importants et que ça doit faire partie du quotidien de l'entreprise. Aujourd'hui, ça prend du temps. Il y en a que ça agace un peu. Non, mais quelle capacité ? Alors vous, à la limite, tu vas me dire, mais quelle capacité d'expertise ? Quelle capacité d'expertise ont aujourd'hui les gestionnaires d'actifs sur l'ensemble des questions maintenant qui sont soumises à l'entreprise, y compris, j'en sais rien, on va avoir des Seion géopolitiques maintenant qui vont débarquer. Ça fait partie du job d'actionnaire, d'avoir un avis et je dis pas qu'on sait tout, mais au moins de s'intéresser à ces sujets. Moi, je prends l'exemple que je connais qui est ma société Sycomore. Ça fait des années qu'on a une équipe et on est petit. Je sais. On a une équipe qui passe son temps à décortiquer les résolutions. Alors, on fait pas ça tout seul. On est
appuyer sur ISS. On n'est pas toujours d'accord avec ISS. C'est le problème. On a notre politique de vote, on a le droit d'avoir des opinions différentes, mais on y consacre du temps, on progresse, on a un débat avec les entreprises. Évidemment, on est bien d'accord, le capitalisme, je suis 100% pour le capitalisme, mais on est pour le dialogue avec les entreprises. On n'est pas là pour dire vous êtes les grands méchants loups. On soutient à fond ces entreprises, mais parfois il y a des comportements qui ne nous conviennent pas. On en parle avec eux, on essaye de faire avancer les choses. Et c'est ça le travail d'actionnaire, ça me paraît évident. On marque une pause.